Kocho, Irak, 2014. Récit de Nadia Mourad. À proximité d'un de nos villages, au nord du Sinjar, une yézidi habitait une petite masure de briques de terre près de la grande route. Elle n'était pas très âgée, mais on aurait cru qu'elle vivait depuis des siècles, parce qu'elle avait passé l'essentiel de sa vie d'adulte dans la peine. Sa peau était translucide, car elle sortait rarement, et de profondes rides entouraient ses yeux, voilés par des années de larmes. 25 ans plus tôt, tous ses fils, ainsi que son mari, étaient morts en combattant lors de la première guerre Iran-Irak. Après cela, elle avait renoncé à sa vie passée. Elle avait quitté sa maison pour s'installer dans cette cabane où, pendant longtemps, elle n'avait laissé personne entrer. Tous les jours, un villageois s'arrêtait devant chez elle pour déposer de la nourriture ou des vêtements. Personne ne pouvait l'approcher, mais visiblement, elle mangeait ce qu'on lui laissait parce qu'elle restait en vie. Les vêtements disparaissaient aussi. Elle était seule, isolée, et consacrait chacun de ses instants à penser à la famille qu'elle avait perdue. Mais au moins, elle était en vie. Quand l'État islamique est arrivé au Sinjar et l'a trouvée à proximité du village, refusant de partir, ces hommes sont entrés dans sa chambre et l'ont brûlée vive. Mémorial de Stenelset, 7 mars 2022, 11h30. La nuit des astres dorés. Après avoir passé la frontière naturelle de glace et de neige qui enclôt la zone du mémorial de Stenelset, me voilà face au lieu en vision panoramique. Même de loin, le mémorial est très impressionnant, en particulier du fait de sa structure oblongue qui paraît interminable, comme la carcasse d'une baleine à bosse échouée sur le rivage et dont les os apparents d'une blancheur irisée architecturent l'espace. La nacre de la structure en bois répondant en écho bondissant à la glace étincelée. Au moment où je découvre le monument dans son intégralité, mon regard est obscurci par le soleil de cette fin d'hiver qui éclabousse de toutes parts avec une étonnante vigueur. La réverbération sur la neige en forme d'éblouissement. Je marche à l'aveugle sur quelques mètres, exercice périlleux sur une neige glacée qui a tout de la patinoire. Les distances aussi sont trop peuses, car le mémorial apparaît de prime abord assez près de moi, curieusement. Plus je m'en approche, plus il semble s'éloigner. Il y a là un mystère qui participe totalement à l'expérience initiatique que je suis en train de vivre. Car on ne se promène pas dans Stenelset, on ne visite pas Stenelset. Stenelset n'est pas un spot du tourisme de masse. À Stenelset, pas de poupées sorcières, pas de mugs sorcières, pas de sacs sorcières pour faire ses courses dans les paradis consuméristes de Paris ou d'ailleurs. Stenelset est un espace vierge que le capitalisme n'a pas corrompu et où l'argent n'a pas cours. Où rien ne se vend, rien ne s'achète. Nada. Car on ne se promène pas dans Stenelset, on ne visite pas Stenelset. Stenelset n'est pas un spot du tourisme de masse. Stenelset est au-delà des mots, des langues et des langages. Au-delà des récits. Stenelset est une pierre fondatrice sur laquelle rebâtir. C'est une spirale et un vertige.
un émoi qui fait mal. Un corps de femme, supplicié, dont le vent est le cri, la neige le linceul, la glace le cercueil. Car on ne se promène pas dans Stenelset, on ne visite pas Stenelset. Stenelset n'est pas un spot du tourisme de masse. Je ressens Stenelset par tous les pores de ma peau. Une peau en chair de poule, produit du froid intense qui attaque violemment le corps. Je respire Stenelset. Du nez au poumon, la morsure glacée du vent rendant l'exercice difficile au point qu'un vertige me saisit et que je tremble. Je goûte Stenelset. Les papilles aux aguets à recevoir sans cesse l'air neigeux en suspension qui se dépose sur ma langue en une douceur indolente, comme une friandise à la fadeur exotique qui, bien qu'étant formée d'eau, assoiffe. Je touche Stenelset. Même au travers de la double couche de gants censée protéger mes mains des assauts continus du froid. Je vois Stenelset. Et cette vision change radicalement le monde. Me change radicalement. Je le comprends physiquement et le sais consciemment tout à la fois. Clarté suprême de la métamorphose à l'œuvre. Ici et maintenant. Stenelset me change. La mutation en branle est le produit de l'incarnation du lieu. Stenelset est un cimetière sans tombe où 77 femmes ont agonisé dans les affres suffocantes des bûchers exsangues. Poumons asphyxiés, graisse en rigole, chair calcinée. Et puis plus rien. Le silence, le néant, la mort. Et puis plus rien, jusqu'à l'érection en 2011 de ce qui constitue aujourd'hui le mémorial de Stenelset. Et puis plus rien. Qui s'est souvenu ? Qui se souvient ? Qui se souviendra ? Une émotion à l'intensité électrique me remonte du cœur en ce jour du 7 mars 2022 où je suis face, seule, à l'immensité de la tragédie vécue en ces lieux sublimes et sinistres, tout à la fois. Terriblement beau. Les larmes coulent sur mes joues en sillons salés et se cristallisent immédiatement. Des larmes gelées pour ces femmes du passé, norvégiennes et samies, entremêlées dans la brutalité obscène d'une mort inutile. Des larmes gelées pour ces femmes du passé qui ne sont ni de mon sang ni de ma terre, mais qui sont de mon peuple. Mes sœurs écarlates. À lire les terribles descriptions d'exécutions de femmes d'aujourd'hui, sans procès d'aucune sorte, évidemment, on est immédiatement frappé par leur étonnante similitude avec celles d'hier. Comme lors des grandes chasses aux sorcières du XVIIe siècle, où le régime de terreur appliqué aux femmes reposait sur une véritable spectacularisation de l'horreur, dont le point d'orgue étaient les bûchers se consumant au cœur des villages et des villes, dans les coins les plus reculés d'Europe comme dans ses centres les plus populeux. Les processus féminicidaires actuels, en Afrique et ailleurs, conduisent encore à la destruction physique, psychologique et identitaire des femmes assimilées à la sorcellerie. Comment ne pas voir en effet le lien organique
entre les lynchages de sorcières, de Yogu et Kumbungu à la fin du XXe siècle et les épidémies sorcellières que le Finnmark a connues dans le second XVIIe siècle et qui ont conduit à la mort des 77 victimes expiatoires de Stenelset. Car dans le passé comme dans le présent des chasses, les sorcières ne sont pas seulement tuées, mais surtuées, c'est-à-dire systématiquement et méthodiquement torturées. Humiliation, la tonte des cheveux et des poils pubiens s'accompagne d'une nudité partielle ou totale imposée par la force. Coups, organes sexuels et parties intimes du corps investigués à la recherche de la marque du diable. Ordalie, écartèlement, mutilation, viol. La liste des attaques corporelles est longue et non exhaustive. Rita Laura Segato, lorsqu'elle évoque l'écriture sur le corps des femmes assassinées de Ciudad Juárez, la qualifie de pédagogie de la cruauté. Car il s'agit bien de faire comprendre aux femmes quelle est leur véritable place, comment elles doivent se comporter, et de leur retirer tout contrôle sur leur propre corps. Une pédagogie de la cruauté que les sorcières du Finnmark ont sans aucun doute expérimentée, elles aussi. Aussi de Ciudad Juárez à Stenelset, et inversement, tant le mimétisme est effrayant à 4 siècles d'intervalle. C'est bien une guerre contre les femmes, une guerre aux femmes, une guerre dans le corps même des femmes qui, avec constance, est menée. Mémorial de Stenelset, 7 mars 2022, 12 heures. Au commencement était le Verbe, mais le Verbe était Dieu et homme. Où débute un livre ? S'il faut trouver une origine, je dirais ce 7 mars 2022, où j'aborde avec difficulté la piste neigeuse que je suis seule à fouler ce jour et qui m'amène au mémorial de Stenelset. Il s'agit pour moi d'une véritable expédition. Mais c'est aussi un chemin de conscience, une voie initiatique, une révélation. En contournant le premier bâtiment de Peter Zumthor pour rejoindre le second, où se trouve l'installation de Louise Bourgeois, alors que le vent se lève à nouveau et que la neige recommence à tomber, je sais que tout, absolument tout, ce que j'ai fait dans ma vie avait pour but de me conduire ici. Ici s'opère une connexion, un lien est renoué, généalogie, multitude, tracé du sang et des gènes, des cellules, matrimoine ancien et nouveau mêlés. Moi, bien sûr, un peu de moi, c'est certain, mais tant d'autres en même temps. Généalogie, multitude, tracé du sang et des gènes, des cellules, de mère en fille, de fille en mère, de sœur à sœur, de moi à elle, d'elle à moi. Ainsi fut pour moi Anne Loridsdatter chevauchant les 7 cercles de l'enfer, avec droiture et vaillance. Un regard d'obscurité dans un visage de sang me fixe par-delà le temps et l'espace. Et je sais
que ce visage, c'est aussi le mien. C'est le visage de ma colère, de ma rage, de mon désir de destruction, de mes rêves de carnage. C'est le visage de ma haine flamboyante, de mon sang de glace, de mon corps de poussière et de cendre. C'est mon moi brasier, ouragan, typhon. C'est l'héritage des hommes dans le corps des femmes, la violence. C'est l'héritage des hommes dans le sexe des femmes, la violence. C'est l'héritage des hommes dans la psyché des femmes, la violence. À Stenelset, je comprends la violence comme quelque chose de viscéral, comme une structure élémentaire qui transite par l'opacité des cellules, au-delà de notre volonté, de notre conscience, de notre foi. Je sais qu'il faut que je me décarcère de la violence comme d'un corset d'acier qui m'empêche de me mouvoir, de penser, d'être libre. À Stenelset, je comprends la violence comme quelque chose de viscéral, comme une structure élémentaire qui transite par les mémoires cristallines des générations de femmes exécutées. Au-delà de notre volonté, de notre conscience, de notre foi. Je sais qu'il faut que je me décarcère de la violence comme d'un corset qui m'empêche de me mouvoir, de penser, d'être libre. À Stenelset, je comprends la violence comme quelque chose de viscéral, comme une structure élémentaire qui transite par la répétition assommante de l'histoire, au-delà de notre volonté, de notre conscience, de notre foi. Je sais qu'il faut que je me décarcère de la violence comme d'un corset d'acier qui m'empêche de me mouvoir, de penser, d'être libre. À Stenelset, j'ai vomi sur mon corps incendié l'esprit de toute puissance associé à la violence qui m'habitait. Forteresse de Vardehus, en 1621. À l'aube, le maître exécuteur se présente à l'entrée de ma cellule. Il pose ses épaisses et imposantes mains sur les lourds barreaux de ma prison et me regarde intensément, goguenard. J'en suis extraite sans ménagement par le garde qui me surveille constamment, tel le lait sur le feu, depuis mon arrivée. Je ne sais déjà plus quand. Celui-ci m'attrape par le col et me pousse violemment dans le couloir mal éclairé qui pue la peur autant que le sang, la tripaille, les excréments et l'urine. Je n'ai pas dormi. On ne dort pas dans ce genre d'endroit. On ne se repose pas non plus. C'est impossible avec la vermine qui vous passe dessus en continu. On tombe de sommeil au mieux, malgré les cris, les râles, les pleurs et les supplications. Malgré les silences aussi parfois, plus terrifiants encore. On dort debout, c'est tout. Le froid glacial, l'obscurité inquiétante, l'absence de nourriture et d'eau, tout concourt à ruiner l'espérance. Il faut briser la femme pour exécuter la sorcière en toute tranquillité. Me voilà donc clopinant, en traînant la patte avec difficulté, dans ce sombre couloir de la forteresse de Vardehus. Les murs sont anciens et épais, construits en solide pierre de taille et mortier de scellement. Autant que je peux m'en rendre compte dans cette permanente noirceur qui m'assaille. Leur épaisseur ne les protège pourtant pas de la terrible humidité qui les ronge goutte à goutte. Le salpêtre trace sur les murs, avec les moisissures qui pullulent, des motifs complexes, en subtile combinaison et en constante évolution. Comme je n'avance pas assez vite à son goût, le garde me pique de sa lance dans le gras des fesses. Cela le fait rire, ainsi que le maître exécuteur. Une blague sur le cul en feu des sorcières qui les amuse beaucoup l'un et l'autre. La chaleur de mon cul, dans ce lieu-ci, et à cet instant précis, ne me réchauffe guère pourtant. Je ne ris pas.
C'est peut-être une erreur, mais je ne ris pas. Après avoir passé une porte de belle stature, les réduits poisseux où nous expions déjà nos fautes imaginaires n'en ont évidemment pas, étrangement sertis dans les murs suintants de ce couloir de basse fosse, tel un bijou précieux mais terriblement vieilli, je me retrouve dans une pièce immense. Un feu y est allumé dans une grande cheminée, pas pour chauffer le lieu, mais pour y faire rougir les instruments. Immédiatement, l'ordre de me déshabiller claque comme la morsure du fouet qui s'abat sur une chair encore tendre. Je refuse. Une gigantesque bourrasque me dévisse la tête et m'ébranle de bout en bout. Ça vrombit comme un coup de tonnerre zébré d'éclairs. J'abandonne, aussi sec, coiffe, tablier, chemisier, jupe, jupon, chaussures, chaussettes sur le sol dallé et tente de protéger de mes mains tremblantes mon sexe dénudé. Mes pieds nus sont déjà gelés. Le garde m'assied avec brutalité sur une chaise en bois, pourvue de gros clous de métal qui m'abîment l'arrière des cuisses, sans protection aucune maintenant. Quant au maître exécuteur, il s'empare, sur ce qui ressemble à un établi jonché d'outils, d'une sorte de cisaille avec laquelle il arrache plus qu'il ne coupe, avec une minutie jubilatoire, l'ensemble de ma chevelure. C'est un besogneux qui rase mon crâne, mèche après mèche, comme il couperait les têtes des morues avant de les faire sécher, sur les nombreuses claies qui jalonnent les alentours de mon village. Les morues privées de tête par le couteau du pêcheur, ensuite suspendues sur des potences en bois. Peut-être a-t-il été pêcheur dans une autre vie avant d'être bourreau, qui sait. Mon crâne, tourneboulé avec violence en tous sens, est rapidement un champ de ruines, des cratères ensanglantés, du fait de dérapages impromptus de la cisaille qui ne doivent rien au hasard, coexistent avec des touffes de cheveux drus encore ayant résisté de ci de là au carnage. Si j'avais encore des larmes, je pleurerais cette tête de débâcle. Mes longs cheveux, d'un blond polaire, s'étalent maintenant autour de moi. Ils sont comme les pétales d'une fleur fanée, qui se répandent au sol, dans une vertigineuse douceur, nourrie de gravité, celle-ci ne conservant que les pistils de sa gloire défunte. La tonte, cependant, ne se limite pas aux cheveux. Arrachée à la chaise qui m'offrait encore une faible protection, je suis maintenant conduite sans ménagement vers une table pourvue d'anneaux de fer en ses 4 extrémités. Forcée de m'y allonger, j'y suis immédiatement attachée en croix par des chaînes solides pour y subir la tonte de mes poils pubiens. Le maître exécuteur parle de mes parties honteuses, ce qui n'empêche nullement d'y fourrailler avec contentement. Il prend plaisir, c'est certain, à l'humiliation qui est la mienne. Il s'en délecte même. Cet homme a une revanche à prendre sur les femmes. L'expression de son visage quand il force mes cuisses à s'ouvrir pour m'enchaîner, le triomphe dans ses yeux quand, brûlant les poils de mon sexe avec une bougie, il en profite pour m'imposer d'infâmes caresses. Le pouvoir sans mesure qu'il exerce ainsi, une pure et étincelante jouissance, meilleure que le sexe même. Il profite aussi de l'instant pour m'observer sous toutes les coutures, cherchant je ne sais quoi dans les plis et les replis de mon corps dénudé. De face, il ne trouve rien. Je suis donc détachée, relevée, assise à nouveau tel un pantin dont on use à son aise et méticuleusement épiée de dos. J'entends le maître exécuteur chercher un outil sur son établi. Je n'ose me retourner pour le confirmer car un garde me surveille. Et puis il revient pourvu d'une grande aiguille en argent avec laquelle il me pique à plusieurs endroits des jambes, du sexe, du torse, des seins, des bras, du dos. Je crie
avec force, à chaque fois, éprouvant une grande douleur. Le maître exécuteur est pourtant content de lui, car il a planté une autre aiguille au début de cette mascarade sans que je m'en rende compte. Je ne la sens pas, et elle ne me crée aucune peine. Il m'en parle triomphalement, comme s'il avait trouvé le Saint Graal. Ainsi a-t-il découvert chez moi ce qu'il cherchait avec une telle ivresse, la marque du diable. En enfonçant de la profondeur d'un travers de doigt, tout au milieu de mon dos, un peu plus bas que mes épaules, à un endroit qu'il m'est impossible de voir sauf à avoir les yeux derrière la tête, cette aiguille de malheur qui me fait définitivement sorcière. Au moment du procès, le maître exécuteur dira que la marque n'avait jeté aucun sang et que son ouverture en était demeurée visible et apparente. Il confirmera aussi qu'autour d'elle, il y avait comme une petite griffe qui ne pouvait qu'être celle de Satan. Cette griffe était pourtant bien innocente. Il s'agissait d'une blessure que je m'étais faite enfant, en jouant avec mon frère, et que ma mère avait suturée à la va-vite avec son nécessaire de couture, comme on faisait chez nous en ce temps-là. Une chose dont le diable ne se préoccupait nullement. Bukavu, République démocratique du Congo, début du XXIe siècle. Témoignage d'Angélique. Angélique, dans une salle de consultation à Bukavu, me raconte son histoire quand soudain, bouleversée, elle se met à ramper par terre, repoussant des soldats imaginaires, fermant la bouche, tournant la tête, hurlant alors qu'elle revoit sa meilleure amie, enceinte, éviscérée par un soldat qui s'empare du bébé à moitié formé. Le bébé pas encore prêt pour la lumière, l'air, les microbes ou les cris des violeurs en uniforme. Le bébé, encore accroché par le cordon ombilical à sa mère, qui se vidait de son sang sur le sol congolais, séparé de son enfant que les soldats lancent en l'air comme un ballon, trop embryon pour manifester sa douleur, crier ou hurler, sous les yeux de femmes, de mères dont les bébés ont déjà été pris, assassinés, étranglés ou abandonnés dans le bois. Puis, ils jettent le bébé dans une marmite bouillante, l'un d'eux pique la chair de la pointe de son couteau, la soulève, la balance aux femmes, leur brûlant la bouche. Mange le bébé ou meurs. Mange le bébé ou on te coupe la tête. Angélique. Par terre, revit la scène, en transe, crache, s'étrangle, rampe, pour sauter l'horrible goût de la bouche. Restent les tombes devant moi et le cri tout autour. Un cri lancinant comme une mélopée ancienne dans une langue qui m'est inconnue et que pourtant je comprends. Un cri qui dit « J'ai peur ma sœur, je pleure ma sœur, je souffre ma sœur, je meurs ma sœur ». Restent les tombes devant moi et le cri tout autour. Un cri qui dit « Je rêve ma sœur, je ris ma sœur, j'aime ma sœur, j'enfante ma sœur ». Restent les tombes devant moi et le cri tout autour. Un cri qui dit « Diable est une femme qu'on viole,
un cri qui dit « Dieu est une femme qui jouit ». Stenelset, en 1621 de l'incarnation du Seigneur, il eut d'abord l'eau, puis vint le feu. Ainsi donc, je survécus, moi, Anne Loritzdatter, à l'ordalie. Le bûcher, cependant, fut une autre affaire. Potence dressée en sinistre flambeau. Je me suis parée du manteau rouge, pénétrée de sa chaleur, embryonnée par son brasier. Je devins simplement flamme, car on ne peut brûler une femme faite de feu. Du feu impur de l'homme à l'autopurification de la femme. Illuminée, je suis passée du feu intime à la lumière céleste. Ma mort fut cosmique. J'ai respiré le feu, je l'ai avalé et digéré. Je devins nourriture des astres. J'accouchais des étoiles filantes. Ainsi fut ma mort et ainsi est ma vie. Un corps qui vibre au son de la flûte et qui danse en suivant le rythme saccadé des tambours et qui s'enivre jusqu'au délire de bières enchanteresses. Un corps qui se fait corbeau, faucon et qui se rêve vent chevauchant les courants pour regarder le monde du dessus, le surplomber en extase. Un corps de louve qui hurle d'un plaisir insensé comme sorti, telle une éruption volcanique, des profondeurs caverneuses de la terre. Une danse, un rêve, un hurlement de plaisir dont les femmes libres sont faites. C'est pour cela qu'en mon temps, on brûlait les sorcières. Je suis Anne Loritzdatter et je suis éternelle. J'attends mes sœurs. Ah, elles sont là. Bonsoir et un grand merci à Florence Loirecaille pour cette lecture très puissante des filles au diable. Votre livre, Christelle Tarot, paru aux éditions de la Découverte. C'est un livre, on l'a entendu, qui est hybride, qui est un peu différent de vos travaux habituels. Il est pensé au fond comme une sorte de laboratoire à la croisée de l'histoire, de l'analyse politique, mais aussi de la littérature. C'est très important, avec des morceaux de poésie dans certains chapitres. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de genre et de sexualité, que vous avez notamment publié Amour interdit, prostitution, marginalité et colonialisme, et que vous avez dirigé l'ouvrage Féminicide, une histoire mondiale. Alors, le centre de ce nouveau livre, on l'a entendu, est le mémorial de Stenelset en Norvège, érigé en 2011 dans la région du Finnmark, qui est au nord du pays. Un mémorial dédié à toutes les femmes brûlées vives parce que soi-disant sorcières. Alors, ce mot sorcière, vous le mettez toujours entre guillemets, hein, vous allez nous dire pourquoi dans un instant.
brûlée vive au XVIIe siècle, et l'idée d'ériger ce mémorial, c'était vraiment de montrer qu'il s'agissait d'un crime de masse perpétré contre les femmes et non pas d'actes isolés. Vous y êtes rendu en 2022 en suivant les travaux de l'historienne norvégienne Liv Helen Willumsen. Donc ces travaux sont vraiment au cœur de ce mémorial. Au fond, le mémorial est une sorte d'écrin pour les travaux de cette historienne. Et on l'a entendu, votre texte est traduit est construit autour de l'alternance de trois types d'écriture, de trois types de récits. La voix d'une des femmes brûlées vives, Anne Lorisdatter, victime d'une des grandes chasses aux sorcières du XVIIe, donc celle de 1620-1621, votre propre découverte du mémorial, et puis des références à d'autres situations contemporaines de féminicide à travers le monde. Peut-être un mot au préalable justement sur ce choix de mettre ce terme de sorcière entre guillemets. Oui, je vais répondre tout de suite à la question, mais commencer d'abord par remercier la Maison de la Poésie d'accueillir ce livre, et puis à Florence d'avoir lu avec une telle beauté en fait ce texte qui est globalement assez affreux, il faut bien le dire. Et donc c'est important parce qu'en fait il y a aussi une dynamique dans le livre qui est justement de mettre de la beauté dans l'horreur et de la douceur dans l'effroi. Et je crois qu'elle a fort bien réussi l'exercice. Et je suis en réalité très émue parce que écrire un livre, ce n'est pas comme entendre le texte. Et donc c'est la première fois que j'entendais ce texte de cette manière-là. Alors excusez-moi si je suis un peu émue par la chose. Alors pourquoi sorcière entre guillemets, parce que nous n'étions pas sorcières, en fait. Nous étions beaucoup de choses au moment où cette histoire commence. Nous pouvions être herboristes, guérisseuses, sages-femmes, devineresses, prophétesses. Nous pouvions être, je ne sais pas, philosophes, mathématiciennes, parce que ce n'est pas seulement les savoirs dits populaires qui sont attaqués dans ces chasses aux sorcières, mais ce sont les femmes, entre guillemets, savantes, du bas en haut de la société. Donc on imagine toujours que la dite sorcière est une vieille femme qui vit isolée dans un village lointain, mais en réalité on a aussi des chasses aux sorcières dans les villes, on s'attaque aussi aux femmes des élites. Donc en fait la sorcière c'est Madame Tout-le-Monde. Mais le terme lui-même n'est pas une autodéfinition. Les femmes ne se disaient pas sorcières. Et certainement pas de la manière dont la pseudoscience qui est constituée par la démonologie, parce qu'il y a une rupture en fait dans la vision qu'on a des sorcières à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle. Et donc va naître dans le milieu religieux d'abord, relayé ensuite presque partout, cette fameuse démonologie. Et c'est cette démonologie qui va changer la nature même du terme, puisque à partir de ce moment, les femmes sont par nature supposées être la proie du mal, la proie du diable, la proie de Satan, et qu'on va théoriser au plus haut niveau en fait, des institutions religieuses, cette idée que la femme a passé un pacte satanique avec le diable. Et donc évidemment, vous pouvez imaginer qu'aucune femme ne s'est jamais pensée comme cela, en particulier, évidemment, toutes ces femmes qui sont victimes des chasses, elles n'ont rien fait d'autre que d'être, en fait. C'est vraiment la grande différence. Elles ne sont pas tuées pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont. Et donc là, on a évidemment une différence très importante. Alors bien sûr, on peut les accuser, comme c'est le cas de Anne Lorisdatter, dont nous avons la confession, puisque Liv Helen, l'historienne dont vous parlez, a exhumé les archives judiciaires
de manière extraordinaire, celles qui pouvaient l'être d'ailleurs, celles qui sont conservées, c'est-à-dire évidemment pas toutes, mais ce qu'on a conservé, ce sont les confessions. Et les confessions sont très importantes parce que ce qui fait une sorcière, c'est qu'on trouve la marque du diable sur elle, et deux, qu'elle confesse le pacte satanique. Comme évidemment la grande majorité de ce que disent ces femmes, de ce qu'avouent ces femmes sont des crimes imaginaires, la confession est absolument essentielle. Et donc dans la confession d'Anne que nous avons, qui est reproduite évidemment dans le livre, elle s'accuse de toutes sortes de choses totalement farfelues qu'elle ne peut pas avoir fait, mais elle s'accuse d'une chose dont on est à peu près certaine qu'elle a effectivement effectué cela, qui est le fait de soigner une vache avec du sel. C'est la dernière chose qu'elle dit dans sa confession. Et ça, il est très probable qu'elle l'ait véritablement fait, parce qu'il se trouve qu'effectivement, dans les remèdes des guérisseuses, dans les milieux traditionnels et dans les campagnes, on utilisait effectivement le sel pour soigner. Donc ça, c'est tout à fait crédible. Voilà, mais pour le reste, elle s'accuse de s'être transformée en animal, puisque c'est l'une des choses c'est l'un des pouvoirs que le diable donne aux sorcières, le pouvoir de se transformer elle-même ou de transformer les autres. Elle s'accuse d'avoir volé dans les airs pour rejoindre évidemment le sabbat. Bon, toutes choses évidemment qui sont absolument irréelles et fantastiques, et qui sont d'ailleurs le plus souvent dictées lors des interrogatoires par les juges inquisiteurs, qui ont besoin en fait que les femmes confessent des choses selon un protocole, évidemment. Donc, il y a plein de choses dont on sait qu'elles sont fausses, mais ça, il est très probable qu'elle l'ait véritablement fait, en fait. Donc, c'est pourquoi moi, je n'emploie jamais le mot sorcière sans les guillemets, parce que, un, c'est pas une autodéfinition, et deux, le mot même acte d'un dispositif de pouvoir dont l'objectif est de contrôler, de surveiller et de punir des femmes. C'est un mot qui permet en fait de les exécuter. Même si les féministes aujourd'hui se réapproprient ce terme. Oui, moi j'ai été moi-même une féministe qui s'est réapproprié ce terme dans les années 90, mais aujourd'hui je prône pour qu'on abandonne ce terme en fait, pour toutes sortes de raisons, pas seulement celle-ci, mais parce que c'est quand même l'une des catégories qui a été utilisée de manière la plus essentielle pour... encore une fois, détruire des femmes, les détruire de manière très importante, individuellement et collectivement. Donc je prône pour l'utilisation, la réappropriation d'autres catégories. Celle qui me plaît le plus, c'est l'une des catégories que les femmes utilisaient à l'époque, qui était la catégorie d'enchanteresse. Aussi parce que je trouve que c'est une manière d'utiliser une catégorie qui nous permet de penser à un autre monde, un monde réenchanté, pour reprendre le titre d'un livre de Silvia Federici, qui est aussi très importante pour Les filles au diable, qui est donc une philosophe féministe italienne, qui a écrit un livre très important, bien avant celui-ci, qui s'appelle Caliban et la sorcière. Voilà, donc quitte à être quelque chose, autant être quelque chose qui nous définissait vraiment et qui porte un projet qui est un projet qui va à l'encontre totale en fait de ce que les démonologues, et en particulier les deux inquisiteurs qui ont produit probablement l'ouvrage le plus destructeur, qui est donc ce fameux Malleus Maleficarum, publié en 1486 à Strasbourg, et qu'on connaît le plus souvent sous le titre « Le marteau des sorcières », ce qui est une traduction totalement impropre, puisque les sorcières n'ont pas de marteau. Ce dont ils parlent, c'est le marteau utilisé pour les écraser. Donc si on devait traduire, on devrait dire un marteau pour écraser les sorcières, mais pas le marteau des sorcières. Donc, et dans ce livre, qui est un best-seller, et il faut savoir aussi que les idées démonologiques circulent d'autant plus facilement que, comme aujourd'hui, en fait, on utilise une nouvelle technologie qui est l'imprimerie. Et que là où, en fait, on avait des textes extrêmement misogynes avant, la production était limitée et la diffusion encore plus. Mais l'imprimerie va permettre, évidemment,
de diffuser beaucoup plus largement ces livres misogynes. Et je crois que le Malleus Maleficarum est l'un des livres les plus misogynes produits en Europe. Mais c'est aussi l'architecture idéologique des chasses aux sorcières. Et il est très important de comprendre que c'est validé. En fait, les chasses aux sorcières, c'est un crime d'État, parce que c'est validé non seulement par le pape, qui produit une bulle pour accompagner, donc pour légitimer l'écrasement de ce qu'il appelle l'hérésie sorcelière, et il invite dans cette bulle tous les régimes séculiers, donc tous les monarques d'Europe, à se mettre au service de cette grande œuvre. Ce qu'ils feront d'ailleurs tous, en particulier bien plus tard le roi d'Écosse, qui est le seul souverain à avoir lui-même produit un traité de démonologie et à avoir ensanglanté son pays par de très nombreuses chasses aux sorcières. Ce qui explique que la première ministre écossaise a présenté des excuses au nom de l'État écossais, de la même manière que ce mémorial a été érigé par l'État norvégien. Oui, sauf qu'en Norvège, le pas est beaucoup plus important, bien évidemment, parce que ce mémorial est jusqu'à présent inédit en Europe. C'est le seul endroit au monde où on reconnaît officiellement qu'il s'agit d'un crime d'État. D'ailleurs, le mémorial a été inauguré par la reine de Norvège, qui a dit exactement cela. Les 77 femmes qui ont été exécutées à Stengelset n'étaient pas des sorcières. Elles n'ont pas été exécutées parce qu'elles étaient des sorcières. Elles ont été exécutées parce qu'elles étaient des femmes dans un contexte de misogynie systémique et extrême. Donc ça, c'est très important de le préciser, évidemment. Et bien sûr, en 2022, lorsque j'étais moi-même au mémorial de Stengelset, nous avons appris que la première ministre écossaise s'excusait effectivement officiellement au nom de l'État écossais pour les chasses aux sorcières qui ont ensanglanté l'Écosse, à peu près à la même époque d'ailleurs. En gros, les chasses aux sorcières, ce qu'on appelle les épidémies sorcelières, commencent presque partout à la fin du XVIe siècle et vont jusqu'au tout début du XVIIIe siècle. Après, il y a des chronologies un peu différentes selon les pays, mais enfin, globalement, c'est ça. Et puis, le Parlement catalan aussi s'est excusé de cela à la faveur d'un travail qui a été mené autour de Silvia Federici, avec une volonté de reprendre toutes les archives de l'Inquisition espagnole, parce que pendant très très longtemps, on nous a dit qu'en gros, les femmes avaient été peu touchées, parce que le problème de l'Inquisition espagnole, c'était les minorités religieuses, en particulier, bien sûr, les minorités juives, qui ont payé un prix très très lourd, nous le savons, mais aussi les mores, les morts d'Espagne, sachant que, bien sûr, dans ces deux minorités, il y a des femmes, et qu'elles n'ont jamais été, ou très rarement, travaillées spécifiquement. Mais en Catalogne, les chercheuses sont en train de reprendre les archives dans le souci de voir s'il n'y a pas ici un biais d'interprétation et s'il n'y a pas plus de femmes qu'on ne le pense qui ont été touchées là-bas aussi. Donc l'Espagne est sur le terrain, de manière générale, des violences faites aux femmes assez en avance. Et donc c'est un des chantiers qu'ils et elles ont ouvert. Il faut peut-être dire un mot de la singularité de l'architecture de ce mémorial, architecture de Peter Zumthor, avec un côté consacré aux travaux de l'historienne Liv-Helene Willumsen, et puis l'œuvre de Louise Bourgeois, avec cette flamme éternelle, avec cette chaise et cette flamme éternelle qui renvoie au bûcher, au fond. Oui, alors c'est un mémorial, donc je précise que, évidemment, ça n'est pas un musée, ça ne raconte pas l'histoire des chasses aux sorcières au Finnmark. Donc juste pour que vous ayez une idée un peu du décor dans lequel, évidemment, se passe cela. Donc nous sommes au Finnmark, dans la région la plus au nord de la Norvège, qui est une très très grande région à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs. Et dans cette immense région, au moment où les chasses commencent, il y a à peu près 3000 personnes.
C'est important de le préciser parce que si on remet les 77 femmes, il y a 91 personnes qui sont exécutées, dont 77 femmes. Si on les remet, bien sûr, si on fait le ratio avec la population totale, on se rend compte, comme le dit Liv-Hélène, que c'est un des lieux en Europe où le taux d'exécution est le plus élevé. Donc, alors que c'est contre-intuitif, parce que c'est loin, c'est très éloigné des centres du pouvoir. Pourquoi lancer des chasses aux sorcières là en particulier? C'est parce que c'est, bien que très éloigné, un centre du pouvoir très important, alors même que la Norvège n'est pas un État indépendant, elle est associée, c'est une province du Danemark, et que le roi du Danemark veut absolument que cette région soit pacifiée pour toutes sortes de raisons, mais aussi pour des raisons qu'on dirait aujourd'hui géostratégiques, parce que en face de la Norvège et du Danemark, il y a la Russie, et que la Russie a des velléités de s'implanter en fait dans les îles de l'Arctique, et aussi a des velléités de venir jusqu'aux côtes de l'Europe du Nord. Donc c'est un endroit qui est très stratégique pour le pouvoir, et c'est pourquoi en fait le roi du Danemark va y envoyer donc John Cunningham, qui est un Écossais, pour gouverner le Finnmark, et que c'est John Cunningham qui va donc lancer les chasses aux sorcières, parce que lui-même a été acclimaté à cette idéologie lorsqu'il vivait en Écosse, et il a vu évidemment des sorcières brûlées à ce moment précis. Donc ça ne raconte pas cette histoire en fait, c'est vraiment un mémorial. L'objectif, c'est vraiment de créer un espace de recueillement très fort, dans lequel on va nous donner un certain nombre d'informations, et comme c'est un mémorial, il doit y avoir bien sûr une flamme pour incarner finalement les mortes du passé dans le présent. Et donc on a confié cette partie donc à la très grande artiste franco-états-unienne Louise Bourgeois. Et c'est assez émouvant parce que Louise Bourgeois est très malade quand elle accepte de faire cela. Et d'ailleurs, elle ne verra pas l'installation à Stengelset parce qu'elle meurt entre-temps. Et donc, elle a des conversations qui sont des conversations non physiques, si je peux dire, avec les deux protagonistes avec lesquels elle travaille intimement, Peter Zentor et Liv-Hélène Wilminsen. Et elle produit donc en fait cette œuvre qui est essentielle au mémorial. Enfin, c'est vraiment le cœur, l'âme du mémorial. C'est là en fait que la grande majorité des expériences qu'on peut vivre en dehors de la raison sont provoquées en fait. Cette œuvre, indépendamment du fait que le mémorial est habité, que les femmes sont là, l'œuvre de Louise Bourgeois a vocation à produire des choses chez les êtres humains qui vont être confrontés à la mort de ces femmes. Donc c'est un tout petit bâtiment avec des parois en verre intempérique. Les parois ne sont pas complètement fermées, ce qui fait que dans cette région de neige évidemment, mais aussi de fortes tempêtes, le paysage intérieur bouge constamment. Et d'ailleurs, entre le moment où j'arrive et le moment où je repars, je passe à peu près 5 heures dans le mémorial, la configuration de cet espace a changé. Et donc il y a une très grande chaise, effectivement, au milieu de l'installation. Au milieu de cette chaise, il y a la flamme éternelle, qu'évidemment personne ne touche. Y toucher, ce serait un blasphème, une profanation, évidemment. Et bien sûr que cette chaise, elle va matérialiser pour Louise Bourgeois la sorcière face à ses accusateurs, la sorcière face à la sentence de mort, et puis la sorcière, évidemment, face à la mort elle-même, à l'immolation. Donc c'est tout ça. Mais là où les choses se compliquent, c'est que Louise Bourgeois a installé tout autour de la chaise des immenses miroirs dans lesquels la flamme se reflète. Et donc, en fonction du temps, de l'époque, de vous,
ce qui va apparaître dans les miroirs est extrêmement différent. C'est pour ça que je parle d'initiation, vraiment de rapport initiatique. Et des choses apparaissent dans ces miroirs, ce qui n'est pas du tout étonnant, parce que le miroir, pour toutes sortes de raisons, c'est un grand motif, y compris de la psychanalyse. Mais passons, c'est pas vraiment le débat là. Et donc, en fait, tout paraît normal dans un premier temps, et puis tout d'un coup, les choses se transforment. Et donc, il se passe dans cet endroit quelque chose qui a un rapport avec l'exécution, avec la destruction et avec la réparation. Et pour chacune et chacun, c'est différent. Enfin, je dis chacun, je ne sais pas, parce que tous les témoignages que je connais sont des témoignages de femmes. Peut-être que les hommes ne se sont pas sentis l'envie de témoigner, mais en tout cas, il y a plusieurs femmes qui ont vécu des expériences très troublantes dans cet endroit. Voilà. Et donc moi, j'ai vécu l'expérience que Florence a partiellement racontée dans sa lecture. Et puis le second bâtiment est très impressionnant aussi, parce que c'est un long corridor dans lequel Peter Zentor a installé... le corridor a été installé par Peter Zentor sur des claies, les mêmes claies que celles où on fait sécher le poisson dans cette région, sauf que là, elles sont immenses. Et donc, le corridor qui est en peau durcie, il est installé, il est retenu par des liens. Et donc, quand on pénètre dans ce long corridor, effectivement, on est confronté aux biographies. Donc, ce sont des très courtes biographies. Peter Zentor, il a demandé à Liv Helene de densifier les informations. C'est toujours très difficile pour une historienne de faire cela, je le sais, parce que c'est mon travail. Hein, donc, de réduire au maximum l'information, parce que pour lui, il fallait que ces biographies soient une sorte de poésie du quotidien. Ce qui ramène aussi au choix de la poésie pour Anne. Donc ce sont des très courtes biographies avec les éléments qu'on connaît sur ces femmes, c'est-à-dire très peu de choses, parce que ce sont les archives qui nous permettent de saisir ce qu'a été la fin de leur vie. Ce sont des archives judiciaires qui sont faites dans le cadre de ces procès. Donc, et ce sont des sociétés qui sont essentiellement des sociétés orales. Donc elles laissent peu de traces, et les femmes encore moins, nous le savons, comme nous le rappelle très souvent Michel Perrault, notre très cher et très aimé Michel Perrault, en particulier dans son livre magnifique que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas déjà fait, Les femmes et les silences de l'histoire. Donc on sait très peu de choses. Donc ce qu'on sait, c'est ce que Liv Helene a tiré des archives. Donc quand est-ce qu'elles ont été arrêtées, où est-ce qu'elles ont été jugées, la confession, parce qu'il se trouve que les confessions ont été sauvegardées presque de manière obsessionnelle, parce que, comme je l'ai dit, la confession, c'est ce qui permet de les condamner, de les exécuter. Et puis, le mode d'exécution. Donc, en fait, là, dans cette région-là, c'est pas toujours le cas, mais là, dans cette région-là, elles sont toutes brûlées vives à la potence. Et donc, c'est indiqué. Donc, on a ces biographies. Donc c'est long comme inventaire de regarder de manière très précise voilà, toutes ces exécutions, toutes ces exécutées en fait. Et puis au-dessus de la confession, on a une petite lucarne qui donne d'un côté sur la mer de Barents et de l'autre côté sur le bâtiment de Louise Bourgeois. Et au-dessus de cette petite lucarne, il y a une ampoule à nu. Et Peter Zentor s'en est expliqué parce que quand il est arrivé dans cette région du Finnmark, c'était un moment où il n'y avait pas du tout de lumière, où la lumière avait disparu totalement, ce qui est assez commun dans cette partie du monde. Et en fait, la seule chose qui lui a permis de saisir qu'il y avait vraiment des êtres humains, qu'il y avait des gens qui existaient, c'était les lumières aux fenêtres des maisons. Et c'est une île assez peu habitée, il y a peu de gens. Et donc, j'ai trouvé ça extrêmement beau, en fait, parce que je me suis dit, bah oui, les ampoules attestent, d'une certaine manière, les femmes ampoules attestent qu'il y a eu quelqu'un un jour ici, et que ces femmes ont fini
précisément là. Et c'est très puissant parce que Peter Zentor a installé ce bâtiment précisément à l'endroit où les bûchers étaient érigés. Ce qui fait quand même un sacré... on a un peu... C'est effroyable dans tous les... Il y a un effroi vous saisit. Et cet effroi, il est compensé. C'est pour ça que je dis il y a toujours effroi et douceur. Il est confronté par la structure même en fait de ce bâtiment, parce que comme j'ai dit, c'est une région de grand vent. Et c'est important de le savoir parce que quand John Cunningham arrive au Finnmark, qui décide de, comme il dit, reprendre l'île en main et de mettre fin, comme il dit, à ces femmes qui sont beaucoup trop libres pour lui, parce qu'en fait, il est confronté à un endroit où les hommes sont souvent pas là, parce que ce sont des sociétés de pêcheurs. Donc les hommes partent pour des durées assez longues pêcher, d'autant que la mer de Barents n'est jamais gelée, parce qu'il y a le Gulf Stream qui arrive là. Donc les hommes partent et donc les femmes vivent entre elles. Donc elles ont constitué des sororités très puissantes, elles vivent entre elles. Et donc elles ont pris des habitudes. Donc quand il arrive, il est très estomaqué de voir à quel point ces femmes sont libres. Ça lui déplaît beaucoup, c'est l'une des premières choses qu'il dit. Et il utilise donc cette question du vent parce qu'il y a eu 3 ans plus tôt un naufrage terrible dans lequel plusieurs navires ont sombré et dans lequel un nombre très important d'hommes sont morts. Et donc il va lancer la panique sorcelière pour un événement qui s'est passé 3 ans avant son arrivée, à cause de cette question du vent et à cause du fait que les femmes pratiquaient là-bas ce qu'on appelle la magie du vent. Et donc la magie du vent, en fait, c'est faire des nœuds, les donner aux marins avec des sorts, et lorsqu'il n'y a pas de vent, on dénoue le lien et normalement le vent arrive. On peut y croire, on peut ne pas y croire, c'est pas le débat. En tout cas, ça conduit les femmes au bûcher. Et donc, dans le bâtiment, le vent est très important, en fait, et c'est pour ça que on voit que Peter Zentor a pensé vraiment le bâtiment en lien avec l'espace. C'est que quand le vent arrive, et malheureusement, il arrive. En l'occurrence, pour moi, c'était une tempête de neige qui arrivait. Et ben, qu'est-ce qui se passe ? Comme le corridor n'est retenu que par ces petits liens à la structure en bois, ça veut dire que le bâtiment, il bouge comme ça. Et ça produit un effet de bercement. Et j'ai pas pu m'empêcher, quand j'étais dedans, de me dire, en fait, que l'effroi est compensé par la douceur, parce que le bâtiment berce les femmes. Et les hommes, parce qu'il y a quelques hommes aussi. Et donc, il y a cet effet de bercement qui est extrêmement... Sans compter que ça affecte votre centre de gravité. C'est comme sur un bateau. Mais quand le vent arrive très fort, et le vent est arrivé très fort quand j'y étais, l'effet de bercement est fou. C'est une expérience physique absolue, physique, psychologique, incroyable. Pourquoi et comment, en tant qu'historienne, avez-vous eu besoin de mobiliser pour ce livre les outils de la littérature et de la poésie ? Justement parce que, comme je le précise, alors pour plusieurs choses, mais d'abord parce que, comme je l'ai dit, on a quasiment pas d'archives. C'est très frustrant en fait quand on est historien et historienne, parce que on ne peut travailler que sur les archives qu'on a. Et les archives qu'on a, elles sont évidemment construites avec tous les biais qu'on peut imaginer. Là, nous avons essentiellement des archives qui sont faites par un pouvoir dominant, essentiellement masculin, et dont l'objectif est de briser, en fait, pas seulement d'ailleurs les sororités, mais de se rendre maître du territoire, un territoire qui a été bien sûr christianisé, mais de manière non satisfaisante, parce qu'il y a beaucoup de... D'abord, il y a des communautés autochtones, les communautés samis qui résistent. Ensuite, les populations qui se sont installées sont imparfaitement christianisées. Et en plus, c'est un centre du pouvoir très important où, en fait, on va envoyer des troupes, donc beaucoup de soldats, etc., parce que c'est une frontière qu'on veut tenir.
Donc tout ça fait que lorsqu'on veut travailler sur les femmes de classe populaire, dont les savoirs, les histoires, les vies sont essentiellement orales, c'est très compliqué. Donc on peut faire comme si ce problème n'existait pas, et on peut dire il y a quelque chose d'inrendable, d'indicible dans les sociétés du passé, parce que nous ne pouvons travailler qu'à partir des traces que nous avons. C'est très frustrant, et je ne me suis pas satisfait de cela. Donc le passage à la fiction m'est apparu assez important, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vécu une expérience assez incroyable dans ce mémorial. Et dans la rencontre du mémorial, en particulier, j'ai rencontré Anne-Laurie Stader, pour lequel j'ai une affection incroyable, alors que c'est une femme qui est décédée en 1621. Je me demande si je suis totalement en phase avec moi-même, c'est un peu étrange. Mais de fait, c'est ça. J'ai l'impression que c'est comme une sorte d'arrière-grand-mère. Enfin, c'est tout à fait bizarre, d'autant que je n'ai a priori aucune origine de ce type. Je pars sous le contrôle de ma mère, ici présente, à qui je dois tout. Mais je ne crois pas que nous ayons ça dans la famille. Donc voilà, c'est... mais je me sens malgré tout extrêmement proche de cette femme. Et donc je me suis dit immédiatement, lorsque je suis revenue à Paris, que si je devais raconter un jour cette histoire, je voudrais la raconter notamment à partir donc des dernières journées de la vie de Anne-Laurie Stader, puisque en fait la seule chose qu'on peut postuler à partir des archives qu'on a, c'est son histoire du moment où elle est arrêtée au moment où elle est exécutée. Et on ne sait d'ailleurs absolument rien de ce qui lui est arrivé vraiment, sauf qu'elle a été victime de l'ordalie. Ça, on le sait, puisque la confession le dit. Elle dit qu'elle a été soumise à l'ordalie. Donc l'ordalie, c'est la première étape qui vous fait sorcière, c'est-à-dire qu'on vous jette pieds et mains liés dans l'eau. Si vous coulez, vous êtes morte, innocente, mais morte. Et si vous flottez, vous êtes franchement très suspecté d'être une sorcière. Donc vous mourrez à tous les coups. De toute façon, on meurt, quoi qu'il arrive. Mais, et en plus, dans les archives, ils disent vraiment a été soumise à l'ordalie et à flotter. Et en termes d'image, on sait très bien que quand un poisson flotte, c'est qu'il est déjà mort. Donc c'est très étonnant qu'ils emploient cette formule-là pour dire ça. Donc j'ai toujours pensé que ce serait Anne, et c'est Anne en fait. Et comme c'est une histoire effroyable de bout en bout, de l'ordalie au fait d'être brûlée vive à la potence. C'est pour ça que le livre se termine, il y a d'abord eu l'eau et puis ensuite le feu arrive. C'est une histoire absolument effroyable de bout en bout, et moi, depuis que je suis très jeune, je pense que le seul barrage à la folie et à l'horreur, c'est la poésie. Même si par ailleurs la poésie peut exprimer cela aussi, évidemment. Donc assez vite m'est venue l'idée que si je racontais l'histoire d'Anne, il faudrait la raconter sur un mode poétique, comme une sorte de déambulation poétique, parce que sa vie a compté. Sa vie compte pour moi et pour bien d'autres personnes. Et donc, réintroduire de la beauté dans cette terrible pédagogie de la cruauté que ces femmes ont vécue, et les sociétés aussi, parce que les sociétés ont été traumatisées au sens étymologique du mot, par cela était très important. Mais la littérature et particulièrement la poésie permettent aussi de passer par les sensations, d'essayer de faire ressentir au lecteur, à la lectrice, ce qu'elle a pu ressentir. Oui, parce que quand on parle des chasses aux sorcières, on a, quand on pense aux sorcières, d'ailleurs tout le monde, j'imagine, ici a des images qui viennent à l'esprit. Mais comme je l'ai dit, la sorcière, c'est pas la fée Carabosse avec son chapeau pointu et son balai. C'est pas la vieille femme de Walt Disney. C'est pas la gentille benette de Ma sorcière bien-aimée.
c'est pas une figure dépolitisée, en fait. C'est une figure de la persécution des femmes. En fait, on observe que quand on passe de livre en livre, et beaucoup d'historiens et d'historiennes ont écrit sur cette figure, parfois, effectivement, ce sont des vieilles femmes isolées dans des villages, mais parfois ce sont des jeunes femmes dans des villes. Parfois, elles sont mariées, parfois, elles sont veuves ou célibataires ou vierges. Parfois, elles sont pourvues d'un savoir légitime et parfois, elles ont un savoir populaire, etc., etc. Donc, quand on fait le compte de toutes les catégories de femmes qui peuvent être affectées par ces épidémies sorcelières, on s'aperçoit en fait que c'est un peu tout le monde et que ça peut tomber sur n'importe quelle femme. Et que quand c'est tombé sur une femme, eh bien, en particulier au XVIIe siècle, on cherche à détruire le nid. Parce que s'il y en a une, ça veut dire qu'il y a une infection et qu'ils font décontaminer l'espace. Et donc tout ça, c'est quand même un vocabulaire qui traduit réellement la manière dont les choses se sont passées. Donc, et pour comprendre cela, il faut sortir du seul récit historique, c'est-à-dire essayer de se replacer soi-même en tant qu'être humain dans ce qu'a été véritablement la vie la fin de vie d'une sorcière. Voilà, donc mon objectif c'était ça, c'était que les gens ressentent à la lecture qu'est-ce que ça veut dire en fait être injustement accusé de sorcellerie et d'en mourir de cette manière-là. Et la comparaison anthropologique est très importante. Par exemple, quand j'ai écrit La mort de Anne sur le bûcher et l'expérience de mort par le feu que j'ai vécu devant l'œuvre de Louise Bourgeois, j'ai pensé très fort à ce que j'ai entendu lors du procès de Shahnaz Daoud, aussi bien par le voisin qui a tenté de la sauver alors que son mari venait de lui tirer 2 balles dans les jambes et que alors qu'elle était à terre, il l'a aspergée d'essence et a mis le feu à son corps. Donc le témoignage de l'homme, du voisin qui a tenté de la sauver et qui a dit qu'elle était présente tout le temps de la combustion. Et l'expertise médico-légale, l'expert médico-légal qui a bien précisé qu'il s'agissait d'une combustion interne totale. Ça veut dire qu'elle est restée consciente alors que son corps était en train de brûler entièrement. Et donc, j'ai tenté de projeter cela dans la description de la mort de Anne, parce que probablement, elle a été consciente jusqu'au bout, comme toutes les femmes qui ont été exécutées de cette manière. Choix qui a été fait au XVIIe siècle dans plein de régions, pas partout, dans certains endroits où on les pendait. Ça dure moins longtemps. Mais à chaque fois qu'on a brûlé les femmes, on peut imaginer... D'autant que c'est long, la mort par le feu. Il faut une combustion très importante. Et donc, Anne a vécu ça. Et je pense que c'est vraiment important qu'on comprenne que la sorcière, c'est pas Halloween, quoi. Que la sorcière, c'est l'une des figures de la persécution des femmes la plus effroyable, que l'Europe a été traversée de part en part par cela, qu'aucun pays ne fait défaut, et que les institutions religieuses et séculières ont travaillé main dans la main pour éradiquer, comme il le disait, l'hérésie sorcelière, qui est un crime sexo-spécifique, parce que les hommes ne meurent pas parce qu'ils sont des hommes. Les hommes ne meurent pas parce qu'ils sont des hommes, et presque partout, plus de 85% des victimes sont des femmes. Et dans le Malleus Maleficarum, il est bien dit que c'est un crime féminin. Ils disent même, d'ailleurs, ils écrivent, comme je le précise dans le livre, que les hommes sont protégés du crime de sorcellerie parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, et que nous, on a été créés qu'à partir d'un morceau de côte, et en plus pas droit. Ce qui prouve que
on est quand même un peu, on est un peu détraqué à la base, quoi. Et donc, ils le disent très clairement. Ils disent très clairement que les femmes sont responsables de tous les maux de l'humanité et que le problème essentiel de l'homme, c'est la femme. Et donc, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de sorciers qui ont été exécutés, parce que oui, il y en a, mais ils n'ont pas été exécutés parce qu'ils étaient des hommes. Ce qui, en fait, dans le fond, est tout à fait le cas de toutes les femmes qui l'ont été. On en arrive au troisième fil de ce livre, qui est au fond de montrer que ces chasses aux sorcières sont l'équivalent des féminicides d'aujourd'hui dans leur dimension de crimes de masse. Et vous consacrez précisément un chapitre à ce concept de féminicide et à comment on en arrive là, puisqu'on est passé par d'autres concepts avant pour en arriver là. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Oui, en fait, je pense qu'on ne peut pas faire une relecture comme celle que je fais, et d'autres font cette relecture aussi, comme je l'ai dit, si on n'a pas inventé, en fait, l'appareillage théorique du féminicide, évidemment. Alors, pour ça, il faut attendre le début des années 90. Et donc, je précise immédiatement que nous, on emploie le mot féminicide en France de manière impropre, en réalité, parce qu'on utilise le mot féminicide en lieu et place du mot fémicide. Ce qui n'est pas très loin, j'en conviens, mais il y a une différence très importante, parce que quand le mot fémicide apparaît, il apparaît en 1976 dans le cadre du Tribunal international des crimes contre les femmes. Il est porté par une sociologue sud-africaine qui vit aux États-Unis, Diana Russell, et qui forge le mot fémicide sur le mot homicide. Elle dit le fémicide, c'est un homicide au féminin. Elle en donne une définition très stricte. Il s'agit pour un homme de tuer une femme parce qu'elle est une femme dans un contexte de haine misogyne. Donc le fémicide, pour elle, c'est un crime misogyne. Je précise parce que toutes les femmes qui sont tuées par des hommes ne sont pas forcément féminicidées. Il peut y avoir des motifs crapuleux, il peut y avoir d'autres choses. Donc ça, c'est très important. Le féminicide, c'est autre chose. Et ça naît ailleurs à un autre moment. Ça naît au début des années 90, au Mexique, donc en Amérique du Nord, à la frontière entre les États-Unis et ce pays. Et lorsque Marcela Lagarde de los Ríos, qui est une très grande anthropologue et femme politique mexicaine, invente le mot féminicide, son équivalent, ce n'est pas l'homicide, c'est le génocide. Donc on n'est pas du tout dans la même logique. Et donc lorsqu'elle définit un féminicide, elle dit c'est un crime collectif, c'est un crime de masse, c'est un crime d'État, et c'est un crime génocidaire, parce que c'est une attaque massive dirigée contre les femmes, non pas en tant qu'individu, mais en tant que collectif. Donc, en gros, pour elle, il s'agit d'une attaque ciblée d'un point de vue identitaire. Et d'ailleurs, elle précise que c'est une attaque dirigée contre le peuple des femmes. Et donc, on peut discuter de cela, savoir si nous sommes peuple ou pas, mais en fait, si on part de la définition la plus stricte de peuple, un peuple, c'est beaucoup de gens qui ont des caractéristiques communes. Il semble assez évident que les femmes sont nombreuses et qu'elles ont des caractéristiques communes. En conséquence de quoi, il me semble que l'idée qu'il puisse y avoir un peuple de femmes, et ça a été constamment combattu, et c'est encore combattu avec vigueur, parce que nos divisions permettent au système qui nous accable de perdurer tout à fait sereinement. Mais pour Marcela Lagarde de los Ríos, au Mexique, les femmes subissent des fémicides, en moyenne 10 par jour, en ne comptant que les fémicides directs. On ne compte pas les tentatives de fémicide, on ne compte pas les suicides forcés et les tentatives de suicide forcé, on ne compte pas les fémicides par procuration, on ne compte pas les fémicides de décharge, comme ça a été le cas de Nadia Assad, il y a très peu de temps, qui est morte simplement parce que elle était là au mauvais moment, au mauvais endroit, et que le type voulait tuer une femme. C'est ce qu'il dit au procès. Il dit « je voulais tuer une femme parce que je supporte plus les femmes, et donc j'ai tué celle-là ».
parce qu'elle était là. Great. Ok. Donc en fait, si on prend tout ça en compte, même dans notre pays, on n'est plus à une femme tous les 3 jours, mais on est plutôt à 5 femmes par jour. Ce qui ne nous met pas si loin que ça du Mexique. Mais bon, le Mexique ne compte pas encore ça de la même manière non plus. Donc ce que dit Marcela Lagarde de los Ríos, c'est qu'il y a les fémicides et le féminicide. Et qu'au Mexique, les femmes subissent les deux, dans une dynamique de mort qui correspond tout à fait à l'outil que j'ai forgé dans Féminicide, une histoire mondiale, qui s'appelle le continuum féminicidaire. Donc, quand j'ai commencé à travailler là-dessus et que j'ai pris conscience de ce qu'était vraiment le féminicide, un monde entier s'est ouvert devant moi, alors même qu'on nous disait l'Europe n'a pas connu de féminicide. Très bien, je prends acte. Et puis, dans ma tête, je me dis, mais quand même, n'y a-t-il pas eu de très importante chasse aux sorcières sur ce continent ? Et ne serait-il pas possible d'imaginer que les chasses aux sorcières sont un féminicide, indépendamment même des chiffres. Évidemment, les historiens et les historiennes ne sont pas d'accord sur les chiffres, peut-être on ne le saura jamais, le chiffre, et d'ailleurs, d'une certaine manière, on pourrait même dire qu'on s'en fiche, puisque ce qui nous importe, c'est la nature du crime et son intentionnalité. C'est ça qui acte du caractère féminicidaire ou pas de la chose. Or, comme je l'ai précisé, la nature et l'intentionnalité du crime sont prouvées par les travaux même des démonologues et par les politiques qui sont mises en place, non seulement par le pape à Rome, mais aussi, bien sûr, par le fait que, comme je l'ai dit, presque tous les États, toutes les monarchies font passer des lois anti-sorcières, contre la sorcellerie. Donc, ce sont des dispositifs étatiques, n'est-ce pas, qui sont mis en action de manière très concrète. Donc, lorsque j'ai compris cela, je me suis dit que ce serait assez intéressant, en fait, de commencer à penser finalement les chasses aux sorcières comme une matrice féminicidaire, dans le sens que donne Marcela Lagarde y de los Ríos à cette notion, et d'en refaire l'histoire, d'écrire un autre récit qui soit peut-être plus proche de ce qui s'est véritablement passé. Même si je précise que je n'abandonne pas complètement la question des statistiques, et pour 2 choses. D'abord parce que la comparaison anthropologique nous laisse entendre, puisque au moment où nous parlons, quelque part dans le monde, une sorcière est exécutée. Donc, je reformule, une femme est exécutée parce qu'elle est une femme sous le couvert d'une accusation de sorcellerie. Au moment où nous parlons, en fait, ça continue. Ça ne s'est pas arrêté. En aucune manière, ce que montre très bien le livre. Oui, mais justement, c'était la question que je voulais vous poser. Quels sont les pays où ces chasses aux sorcières, aujourd'hui, perdurent dans des proportions les plus grandes ? Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a sur les 4 autres continents. Il y en a en Asie. Un des pays les plus impactés, c'est par exemple l'Inde. L'Inde est un pays très violemment impacté par les chasses aux sorcières. Dans Féminicide, une histoire mondiale, la première partie est consacrée entièrement aux chasses aux sorcières, du passé, mais aussi du présent. Donc sur le continent asiatique, par exemple l'Inde, en Océanie, par exemple, certaines parties de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui connaissent des chasses terribles. Sur le continent africain, il y a beaucoup de pays qui connaissent des chasses, mais notamment parce que j'utilise beaucoup les travaux d'un historien ghanéen qui s'appelle Mansa Adinkra, le Ghana. Mais j'ai découvert il y a 15 jours seulement, grâce au travail photographique d'un photographe franco-burkinabé, qu'il y avait des violences très importantes au Burkina Faso. Il a fait toute une série qui s'appelle Les Dévoreuses d'âmes, où il montre que, par exemple, au Burkina Faso, on s'attaque aussi aux femmes comme ça, sur le continent américain, en particulier en Amérique latine. Il y a beaucoup de pays qui sont impactés par, non pas des chasses aux sorcières, mais des exécutions de sorcières. Et puis, il y a des pics de chasse
comme par exemple au Ghana, quand il y a un drame, comme c'était le cas finalement dans le film Marc, sur la péninsule de Varanguer. Là, c'est ces navires qui coulent et ces 40 hommes qui disparaissent. Là, ça peut être une épidémie de choléra, une mort suspecte, toutes sortes de choses. Et la société se tend et il faut trouver un responsable. Et un responsable, c'est souvent une responsable. Et c'est les femmes et les enfants qui payent le prix le plus lourd aujourd'hui aux exécutions des dites sorcières dans le monde. Et donc il y a plusieurs exemples ici, plus effectivement des épisodes de violences féminicidaires qui ponctuent évidemment le livre. On a commencé avec le récit de Nadia Mourad et du génocide des Yézidis, mais bien sûr à l'intérieur du génocide des Yézidis, il y a une politique féminicidaire ultra violente dirigée contre les femmes yézidis. On a parlé de la situation en République démocratique du Congo, notamment au Kivu, dans cette région qui est l'une des plus riches du monde, notamment pour la technologie que nous utilisons tous les jours, et qui fait de cet espace un enfer pour les femmes, pour tout le monde, mais encore plus pour les femmes et les fillettes. Il y a aussi le témoignage de Christine qui raconte son expérience dans le cadre du génocide des Tutsis au Rwanda. On parle aussi du génocide khmer, évidemment, et de ce qui s'est passé notamment à S21, où on découvre aujourd'hui qu'il y avait des femmes. Pendant très longtemps, on n'a parlé de ce lieu qu'au masculin. Et puis maintenant, on commence à comprendre et à voir qu'il y avait aussi des femmes. Voilà, donc on traverse comme ça. Le livre d'Emmanuel Walter, Sœurs volées sur les femmes autochtones au sur Canada, le féminicide autochtone au Canada. Voilà, enfin, bref, il y a des femmes, il y a des expériences féminicidaires qui traversent le contemporain. Et pourquoi ça me ramène aux chiffres ? Parce que dans la presque totalité, si ce n'est la totalité des expériences contemporaines, il n'y a pas de procès. Donc les sorcières sont exécutées sans procès. Et donc les historiens et les historiennes des chasses aux sorcières du XVIIe siècle doivent quand même à un moment affronter ce biais et comprendre que, on travaille à partir des archives qu'on a, mais on sait que l'essentiel des archives a disparu. Si on prend par exemple l'époque médiévale, on sait que sur 10 manuscrits médiévaux, on n'en a conservé qu'un seul. Ça veut dire qu'on a perdu 9 manuscrits sur 10. C'est énorme. Parce que notre continent a été ravagé par la guerre, par toutes sortes de choses, et que les archives, c'est du papier, ça brûle, c'est dispersé, bref. Donc on travaille à partir des archives. Donc on travaille à partir de ce qu'on a. Donc on ne peut pas dire que les archives nous permettent de dire avec véracité totale, pour toujours et à jamais, combien est-ce qu'il y a eu de femmes exécutées. Et puis par ailleurs, on a les pics de violences sorcelières. Là, il y a des procès. Mais il y a plein de moments, en fait, où il n'y a pas de procès. Donc, il y a des exécutions extrajudiciaires. Et donc ça, on ne peut pas vraiment le prouver, parce que ça ne laisse pas de traces dans le passé, mais par la comparaison anthropologique, on le voit bien quand même. Et les historiens travaillent aussi en regardant ce qui se passe plus tard, alors que les phénomènes sont pérennes et se reproduisent. Donc de ce fait, on peut imaginer que... on ne saura jamais combien, mais on peut imaginer que les chiffres qu'on a ne sont pas à la hauteur de ce qu'ont été ces exécutions dans l'ensemble de l'Europe. D'autant que pendant très longtemps, on s'est concentré sur certains territoires. Moi, j'ignorais totalement, par exemple, qu'il y avait des chasses aux sorcières jusqu'à l'Europe du Nord. Je ne savais pas non plus qu'en Russie, il y en avait. Qu'en fait, les 3 familles chrétiennes étaient impactées par ça. Les catholiques, les protestants et les orthodoxes ont tué des sorcières. Donc en fait, on est en train de reprendre cette histoire et de la retricoter
avec le désir affirmé pour moi de placer les femmes au cœur du dispositif. Parce que pendant très longtemps, on a considéré que finalement, femmes, hommes, etc., c'était pas fondamental. Moi, je crois tout le contraire, et je pense que c'est vraiment très important de réécrire cette histoire en plaçant les femmes, tout ce qu'on peut savoir de ce qu'elles ont été, de ce qu'elles ont souffert, de ce qu'elles ont vécu, au cœur du dispositif. Vous dites, on l'a entendu dans la lecture, que quand vous êtes au mémorial de Stenelset, à un moment, vous vous rendez compte que, au fond, tout ce que vous avez fait jusque-là converge vers cet endroit et vers ce moment. Oui, parce que je ne m'attendais pas à ça, je n'étais pas du tout préparée à ça, et encore une fois, j'ai vécu une expérience qu'on pourrait définir comme déraisonnable. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire, c'est pas commun quand même de se retrouver dans un endroit où tout d'un coup, on fait l'expérience sensible de la mort par le bûcher. Et c'est pas hyper agréable. Je vous le confirme. J'ai pas trop envie de le faire réellement. La simple projection déjà a été suffisamment effrayante et douloureuse pour ne pas avoir envie de reproduire dans le réel. De surcroît, comme je l'explique, je suis sortie de cette expérience dans un premier temps avec une rage épouvantable, une colère effroyable qui aurait pu raser la planète. Parce que franchement, on en a marre. Enfin, je veux dire, ça suffit. C'est ce que disent les femmes autochtones qui sont entrées en lutte au Canada. It's end here. Enough. Stop. Et elles ont lancé ce très beau mouvement Sister in Spirit, qui est une organisation de résistance très forte, qui les lie entre elles d'abord, mais qui peut aussi nous lier ensemble, femmes d'abord, mais aussi femmes et hommes réunis, parce que nous formons une seule humanité. Et comme le dit ma très chère Rita Laura Segato, il est temps, mais vraiment temps, de sortir de la préhistoire patriarcale de l'humanité. Il est vraiment temps que nous entrions dans l'histoire humaine. C'est un chemin fondamental et il passe par l'extirpation de la violence. Et ça a été la troisième étape, la mort, la rage violente, et enfin la sortie de la violence et de la réparation. C'est le seul chemin. C'est le seul chemin. Merci Christelle Tarot. Merci à vous.